À Cherry Lodge, les secrets se glissent entre les tasses de thé et les branches de glycine. Une vérité oubliée, un silence trop longtemps gardé, et l'œil discret de Miss Marple, qui, sous ses airs de vieille dame tranquille, veille à ce que justice trouve enfin sa voie. Depuis où écoutez-vous cette histoire, et quelle heure est-il chez vous? Dites-le-moi en commentaire. Entrons dans le mystère. L'arrivée de l'homme ne provoqua ni fracas ni attroupement. Ce fut une arrivée de novembre, grise, feutrée, sans couleur, comme si l'automne lui-même avait tenu à l'introduire. L'homme portait un manteau sombre, un feutre au bord bien rond, et une valise d'un cuir ancien, cirée à l'excès. Il ne se présenta pas. Ce fut Madame Pargeter qui annonça à ses pensionnaires qu'un nouveau résident allait occuper la chambre du haut, celle qui donnait sur le parterre de géranium maintenant fané. Il s'appelait Monsieur Edward Hyde, disait-elle. Un monsieur veuf, de santé fragile, qui avait besoin de calme. Très poli, très discret. Il a insisté pour régler tout son mois à l'avance. Imaginez-vous, Miss Marple, ajouta-t-elle à voix basse, comme si cette marque d'indépendance trahissait quelque chose de suspect. Les autres pensionnaires, 3 dames d'un certain âge, une veuve joviale et un ancien colonel devenu sourd comme un pot, hochèrent la tête avec une bienveillance curieuse, tout en échangeant des regards furtifs vers l'escalier. Monsieur Hyde montait rarement à l'heure des autres. On entendait parfois ses pas la nuit, lents, mesurés, comme ceux d'un homme qui cherche à ne pas déranger, ou à ne pas être entendu. Dès le 2e jour, Miss Marple nota qu'il descendait toujours 5 minutes après tout le monde, comme s'il attendait que la maison se vide. Et lorsqu'il entrait, l'air semblait changer d'épaisseur. Le dîner fut simple ce soir-là. Bœuf en daube, pomme vapeur, et une tarte aux pommes légèrement brûlée sur les bords, ce que Madame Pargeter mit sur le compte d'une distraction passagère. Monsieur Hyde s'assit au bout de la table, juste en face de l'horloge murale. Il remercia poliment, mangea avec lenteur, sans faire aucun bruit avec ses couverts. Lorsqu'on lui adressait la parole, il répondait avec une courtoisie rigide, comme s'il avait appris chaque phrase à l'avance. Mais il ne posait jamais de questions en retour. Miss Marple, de son côté, observait sans en avoir l'air. Elle notait les mains soignées mais nerveuses, la manière dont il ne levait jamais vraiment les yeux, et cette tension imperceptible dans ses épaules, chaque fois que la porte de la cuisine s'ouvrait. « Vous ne prendrez pas un peu de sherry avec votre tarte, Monsieur Hyde ?» proposa jovialement le colonel Arkwright. « Non, merci. Je ne bois jamais d'alcool le soir. » Puis, sans prévenir, il se leva avant même que le dessert soit terminé, s'excusa brièvement et quitta la pièce. Le cliquetis de ses pas résonna dans l'escalier. La conversation se suspendit quelques secondes, puis reprit plus bas, teintée d'un intérêt plus marqué qu'auparavant. « Il n'a pas une tête de veuf, vous ne trouvez pas ?» souffla Madame Finch, la veuve à la voix pointue. Mais Miss Marple, elle, regardait encore l'horloge. Le lendemain matin, Miss Marple prit le thé dans la petite véranda, à l'abri du vent. Madame Pargeter, l'âme même de Cherry Lodge, s'installa en face d'elle avec un soupir bien placé. « Il a un comportement particulier, vous ne trouvez pas ?» glissa-t-elle, les yeux brillants d'une excitation contenue. « Figurez-vous qu'il s'est levé à 5 heures ce matin. Le lait n'était même pas livré. » Elle porta la tasse à ses lèvres, puis ajouta d'un ton plus confidentiel. « Et il ne dort presque pas, paraît-il. Madame Denham, la femme de chambre, m'a dit qu'elle trouve son lit à peine froissé. Et puis, ce silence. C'est comme s'il écoutait quelque chose. Hier soir, il était resté debout au pied des escaliers, les yeux fixés sur le plafond, sans un mot. Miss Marple, tricot à la main, hochait la tête doucement, comme on le fait en écoutant une chanson qu'on connaît déjà. Il a payé le mois entier d'avance, vous m'avez dit. Oui, en liquide, dans une enveloppe brune. Madame Pargeter baissa la voix. Vous savez ce que je pense, Miss Marple. Je pense qu'il cache quelque chose. Mais Miss Marple ne répondit pas tout de suite. Elle comptait ses mailles. Il y avait dans le salon une vieille pendule Napoléon III, légèrement décentrée sur le manteau de la cheminée, dont le tic-tac régulier marquait les heures avec une solennité têtue. Depuis son arrivée, M. Hyde n'avait jamais été vu dans le salon. Mais ce soir-là, alors que la pluie battait contre les vitres, il y passa furtivement, à la recherche d'un roman. Miss Marple était assise dans son fauteuil, les aiguilles en main, feignant de somnoler. Elle l'observa sans bouger, à travers le reflet de la vitre. Il s'arrêta net en entendant la pendule sonner 8 heures.
Ses épaules se raidirent, et son regard s'accrocha au cadran comme à une menace sourde. Puis il se détourna brusquement, reposa le livre choisi, et sortit sans un mot. Le lendemain, il passa à nouveau devant le salon au moment où la pendule sonna 9 heures. Même réaction. Un frisson à peine perceptible, suivi d'un repli vers l'escalier. « Il n'aime pas les heures rondes, dirait-on », murmura Miss Marple, plus pour elle-même que pour quiconque. Et le tic-tac régulier, obstiné, reprit sa place dans le silence. Le surlendemain, le petit déjeuner fut servi comme à l'accoutumée. Œufs durs, toast légèrement tiède, confiture maison à l'abricot. Tout semblait conforme, ou presque. Miss Marple, en s'installant à table, remarqua immédiatement que la nappe avait été replacée à l'envers. L'ourlet décoratif se trouvait côté mur, et non tourné vers les convives, ce qui n'était jamais le cas chez Madame Pargeter, soucieuse de la présentation. Elle jeta un regard discret vers cette dernière, mais n'obtint aucune réaction. La femme de chambre, interrogée plus tard, jura ne pas être descendue durant la nuit. « Et pourquoi l'aurais-je changée, Miss ?» dit-elle. « Elle était propre, repassée hier. » Aucun objet ne manquait. Le buffet était intact. Mais Miss Marple savait qu'un détail domestique apparemment anodin pouvait parfois signaler une présence ou une absence, tout sauf banal. Elle ne dit rien. Mais en quittant la pièce, elle replaça un coin de la nappe à sa juste place, et dans son esprit, un fil de plus venait s'ajouter à l'écheveau. Ce soir-là, comme à son habitude, M. Hyde s'excusa poliment lorsque Mme Pargeter lui proposa une partie de bridge ou un simple thé dans le salon. « Je crains que ma migraine ne me laisse guère de répit ce soir encore. Veuillez m'excuser. » Mais Miss Marple, qui se trouvait à quelques pas, remarqua que son regard n'avait pas quitté un instant le long couloir menant au salon. Pas la porte, pas les visages, mais ce couloir précisément, comme s'il y avait là une chose, ou un souvenir, qui l'attendait encore. Elle se retourna pour suivre ce regard, et le couloir, baigné d'une lumière tamisée, paraissait alors bien vide. Mais tout dépend toujours de ce que l'on choisit d'y voir. Le lendemain, alors que l'on prenait le thé sous la véranda vitrée, les commentaires allaient bon train. Le colonel Arkwright plaisanta sur l'homme invisible du premier étage, et Madame Finch fit une remarque sur les silences suspects. Miss Marple, elle, remuait son thé lentement, regardant les gouttes glisser le long des vitres. Il y avait dans l'attitude de M. Hyde, dans sa façon de poser sa valise à toujours la même place, de refermer la porte avec un soin excessif, de répondre sans émotion aux plaisanteries, quelque chose qui réveillait en elle un souvenir ancien, lointain, presque oublié. Un jeune homme silencieux, jadis, dans le village de Mudge Benham. Il était resté 3 semaines avant que l'on découvre qu'il vivait sous un faux nom, pour fuir une accusation injuste. Il n'avait blessé personne, sauf lui-même. Parfois, se dit Miss Marple, on se cache non pour ce que l'on a fait, mais pour ce que l'on a vu. Et soudain, l'odeur des glycines et le tic-tac de la pendule semblèrent peser plus lourd qu'à l'accoutumée. Le jardin des sœurs Elworthy, ce mercredi-là, embaumait la menthe et les feuilles de cassis, malgré les premières fraîcheurs de septembre. Une nappe brodée d'anciennes roses pâles recouvrait la table en fer forgé, autour de laquelle quelques dames choisies, Miss Marple incluse, prenaient le thé avec une retenue mondaine. L'on y servait des scones encore tièdes, de la confiture de groseille maison, et un assortiment de petits gâteaux dont certains s'étaient légèrement affaissés à la cuisson, mais que personne n'osa critiquer. La conversation roulait doucement sur des sujets de saison, les nouvelles du club de tricot, les ennuis digestifs de Madame Simmons et les travaux au presbytère. Puis l'on évoqua les pensionnaires de Cherry Lodge, comme on évoque les feuilles tombées ou les oiseaux migrateurs, avec bienveillance, mais sans illusion. Et ce nouveau monsieur, le très discret, Hyde, n'est-ce pas? Il paraît qu'il ne met jamais les pieds dans le salon commun, glissa Mademoiselle Elworthy en versant une seconde tasse à Miss Marple. Cette dernière hocha doucement la tête. Elle ne s'étonnait jamais de ceux qui fuyaient la lumière, car bien souvent, c'était l'ombre qui les poursuivait. Et dans le calme de l'après-midi, tandis que la théière reposait dans son couvre-thé tricoté main, une phrase échappée de la table voisine allait bientôt troubler la surface paisible des tasses. C'est en tendant une assiette de petits fours à Madame Hartley que Mademoiselle Agnès Elworthy
sans intention apparente, prononça ces mots. « Cela me rappelle ce monsieur de Melford, celui qui avait disparu du jour au lendemain. » La phrase, lâchée entre une bouchée de biscuits et une gorgée de thé, s'évanouit presque aussitôt dans le bruissement des jupes et des oiseaux. Presque, mais pas tout à fait. Miss Marple, qui venait de poser sa tasse, remarqua un très léger flottement. Les regards cessèrent de se croiser, les gestes ralentirent, et un silence s'installa, trop bref pour être franc, mais trop long pour être ignoré. Puis la conversation reprit, un peu plus vite qu'avant, sur des sujets plus sûrs. Les tomates vertes de Madame Cribbs, les progrès du jeune curate dans ses sermons. Mais quelque chose s'était déplacé, un souffle de malaise, comme une porte entr'ouverte sur un courant d'air froid. Miss Marple fixa le sucre dans sa cuillère, l'y laissa fondre, puis leva les yeux. Elle avait appris, au fil des années, à reconnaître ces petites dissonances, comme une note fausse dans une chanson familière. Et ce nom, Melford, elle l'avait entendu, bien des années auparavant, mais dans un tout autre contexte. Parmi les invités du jour, Madame Finch, ancienne postière et veuve depuis une décennie, était réputée pour sa mémoire scrupuleuse et sa manie de tout noter dans un petit carnet à spirale. Elle venait tout juste d'achever sa deuxième part de tartelette lorsqu'elle prit la parole. « Il me semble que ce monsieur Hyde aurait été vu là-bas, à Melford. Enfin, peut-être que je me trompe. » Elle avait prononcé cela à voix basse, presque tremblante, sans regarder personne en particulier. Miss Marple, de sa place, ne perdit rien de l'inflexion particulière qui glissa sur le mot Hyde. « Vous l'avez vu ?» demanda poliment mademoiselle Elworthy, tout en se servant un peu de lait. Madame Finch hésita, tortilla un coin de sa serviette, puis rit doucement, d'un rire sec. « Oh, vous savez, je confonds parfois. Ce devait être un autre homme. Il avait un feutre, je crois, mais plus large, et peut-être pas la même voix. Non, je dois me tromper. » Mais Miss Marple savait que Madame Finch ne se trompait jamais sur un nom, surtout un nom aussi frappant. Ce n'était pas l'oubli qu'elle venait de servir avec sa tartelette, mais la peur du souvenir. Et cette peur, elle l'avait déjà vue dans d'autres villages, d'autres époques. Il y avait des mots qu'on retenait, des noms qu'on répétait sans cesse dans les cercles de thé et les allées du marché. Mais celui-là, Melford, ne reparut plus. Miss Marple observa le phénomène avec cette acuité bienveillante qui la caractérisait. Le nom avait été lâché, mais aucun visage ne l'avait repris, aucun commentaire ne l'avait suivi. Au contraire, chacune semblait pressée de se réfugier dans les banalités les plus inoffensives. La gelée de coin, la sécheresse de la saison, le retour des hérissons dans les haies. Ce silence autour du nom ressemblait à un buisson blessé. Et pourtant Miss Marple n'était pas dupe. Dans ce genre de société, un nom ignoré était souvent un nom dangereux. Trop de souvenirs y étaient attachés, trop de vérités qu'on aurait préféré laisser dans le grenier de la mémoire. Elle nota aussi que mademoiselle Agnès, pourtant prolixe, n'avait pas reparlé de sa propre allusion, comme si sa phrase s'était envolée d'elle-même, échappée sans volonté. Mais Miss Marple n'y croyait guère. Ce n'était pas le nom qu'on avait voulu oublier. C'était l'histoire qu'il réveillait. C'est alors que Madame Hartley, qui jusque-là n'avait pipé mot, se redressa sur sa chaise avec l'air illuminé de ceux à qui revient enfin une image perdue. Mais bien sûr, ce monsieur, je l'ai logé, moi, il y a 10 ans. Il avait la même silhouette, le même regard. Il aimait les pruneaux au sirop. Les dames se tournèrent vers elle, légèrement surprises. Madame Hartley, vieille fille délicate à la voix chantante, était connue pour ses récits décousus et sa profonde affection pour son chat, Monsieur Tibbs, qu'elle prétendait comprendre, presque comme un neveu. Il s'appelait, oh, attendez, Algernon? Non, Archibald. Oui, Archibald Smythe. Il disait venir de Leeds, mais il écrivait toujours à quelqu'un à Southend-on-Sea. C'était un homme charmant, bien élevé. Miss Marple écouta attentivement, sans interrompre, car dans ce flot de souvenirs épars, il y avait parfois un noyau de vérité. Il vous écrivait? Oh non, pas à moi. À sa sœur, je crois, ou à son perroquet. Je ne me souviens plus. Mais je suis certaine que c'était lui. Mademoiselle Elworthy sourit, indulgente. Mais Miss Marple ne souriait pas. Elle savait que la mémoire était comme les rideaux anciens.
parfois usé, parfois percé, mais jamais inutile. Miss Marple remuait son thé sans le boire. Le sucre y fondait lentement, comme une pensée qui se dilue. Autour d'elle, les rires étaient revenus, les assiettes vidées, la conversation revenue à ses circuits rassurants. Mais en elle, une question s'installait, feutrée mais insistante. Et si le silence de l'hôte n'était pas celui d'un homme coupable, mais d'un homme qui avait trop vu, trop entendu, trop perdu? Elle posa sa cuillère doucement, et dans ce geste banal se glissa toute la vigilance d'un esprit en éveil. Quelque chose venait d'être réveillé sous les glycines. Dans le salon de Cherry Lodge, il y avait toujours un plateau de tasses préparées à l'avance, porcelaine blanche, liseré bleu, posées 2 par 2 près de la cheminée. Madame Pargeter tenait à ce que tout soit disposé avec soin. Un goût hérité de sa mère, disait-elle, qui n'aurait jamais toléré un sucrier à gauche du pot à lait. C'est pourquoi Miss Marple, qui observait les détails comme d'autres lisent les gros titres, fut la première à remarquer que les tasses bougeaient. Pas toutes, pas toujours. Mais certaines, celles du coin près de la fenêtre, changeaient subtilement de place entre le thé de l'après-midi et celui du soir. « Vous les avez déplacées » demanda-t-elle un jour, avec une innocence étudiée. « Pas du tout » répondit Madame Pargeter. « Et sûrement pas Mademoiselle Denham, elle ne touche jamais au salon après 17 heures. » Miss Marple ne répondit rien, mais sa mémoire, précise comme une horloge à balancier, conservait les positions comme d'autres gardent des confidences. Une tasse tournait vers l'intérieur, une autre légèrement éloignée de sa soucoupe. Un silence dans la pièce, troublé seulement par le tic-tac de la pendule. Et si ces mouvements n'étaient pas accidentels? Et si derrière cette porcelaine se cachait une main hésitante, ou un souvenir trop lourd? Le lundi suivant, Miss Marple s'installa dans le salon, tricot à la main, sous prétexte d'attendre une livraison de laine promise par la poste. Sur le fauteuil à motifs floraux qu'occupait parfois M. Hyde, elle aperçut un coussin légèrement déplacé. Rien d'anormal en apparence, sauf qu'en s'asseyant, elle sentit quelque chose de rigide sous le tissu. Elle souleva délicatement le coussin et découvrit un journal plié avec une précision militaire, glissé à moitié sous la coudoir. Le papier était jauni sur les bords, et la date indiquait un lundi. Mais pas celui-ci. 3 semaines plus tôt. Elle feuilleta discrètement. À la page 4, un article encadré parlait d'un procès avorté à Londres, faute de preuves. Le nom de la victime ne lui disait rien, mais elle nota l'article dans sa mémoire, comme on glisse un brin de lavande entre les pages d'un vieux livre. Pourquoi garder ce journal-là? Pourquoi l'avoir caché? Était-ce pour éviter qu'un autre ne le lise? Ou parce que son contenu avait une valeur particulière, intime, douloureuse? Miss Marple remit le journal en place, aussi soigneusement qu'elle l'avait trouvé. Mais dans son esprit, la date ne cesserait plus de sonner. Ce fut par hasard qu'elle surprit la scène, enfin, d'après-midi, alors qu'elle revenait plus tôt que prévu d'une visite chez le vicaire. La pluie menaçait, et elle avait pris le raccourci par le jardin. À travers la porte entr'ouverte du salon, elle vit M. Hyde penché sur la cheminée. Une lettre à la main, il la jeta vivement dans les flammes, la surveillant jusqu'à ce que chaque coin soit consumé. Son visage était tendu, les mâchoires serrées comme pour retenir un cri. Miss Marple se retira aussitôt, sans bruit, le cœur battant. Elle avait reconnu l'écriture sur l'enveloppe. Une main féminine, ronde, nette. La même, elle en était presque certaine, que celle du courrier arrivé 2 jours plus tôt, que Madame Pargeter avait confié en ricanant à M. Hyde. Une admiratrice, peut-être? Pourquoi brûler cette lettre? Et pourquoi si vite, si nerveusement? Était-ce une menace? Un souvenir? Un pardon qu'il ne voulait pas recevoir? La pluie commença à tomber, légère, comme un chuchotement sur les vitres. Et Miss Marple, debout dans le couloir, savait qu'un feu de papier n'efface jamais ce qu'il a allumé dans l'âme. Les jours suivants, Miss Marple se fit attentive aux gestes les plus menus de M. Hyde, et surtout à ses regards. Elle remarqua une constante. Lorsqu'il s'adressait à Madame Finch ou à Madame Pargeter, il levait les yeux, esquissait même parfois un sourire. Mais avec Mademoiselle Denham, la jeune couturière récemment installée à Cherry Lodge,
Son comportement changeait du tout au tout. Il la saluait à voix basse, sans la regarder en face. À table, il évitait ostensiblement son côté. Et lorsqu'elle riait, ce rire clair d'une femme encore jeune, il se raidissait presque imperceptiblement, comme si ce son venait heurter quelque chose de douloureux en lui. Miss Marple, qui avait vu des hommes fuir un regard pour 1000 raisons, la honte, le désir, la peur, ne tira pas de conclusion hâtive. Mais elle nota cette fuite comme on note une dissonance dans une partition. Il y avait là un malaise profond, peut-être ancien, une douleur qu'un simple visage, une voix, pouvait réveiller. Et Miss Marple se demanda qu'avait donc cette jeune femme pour que son simple sourire trouble autant un homme qui, pourtant, n'était censé n'avoir rien à cacher. Un matin, alors que mademoiselle Denham faisait l'entretien des chambres, Miss Marple monta lui parler d'une affaire de nappe égarée. La porte de la chambre de M. Hyde était entr'ouverte, et elle jeta un coup d'œil presque malgré elle. Ce qui attira son regard ne fut pas l'ordre impeccable de la pièce, ni les livres rangés en ligne parfaite sur la commode. Ce fut la fleur posée sur la table de nuit, un hibiscus fané, couleur bordeaux, dans un petit verre à liqueur. Une fleur oubliée? Non, il avait été changé d'eau. Miss Marple le vit à la transparence du liquide. Ce n'était pas un oubli, c'était une offrande. Elle avait vu cela une fois, chez une veuve du Kent, la même fleur fanée, toujours présente, témoin d'un attachement que la mort n'avait pas fléchi. Ici, c'était autre chose, moins tendre, plus obsessionnel. Elle s'approcha lentement, observa le verre. Une note à peine visible y était glissée dessous, repliée. Mais au bruit d'un pas, elle s'écarta. Ce n'était pas le moment, pas encore. Car certaines fleurs, même fanées, piquent plus sûrement qu'un buisson de ronces. Miss Marple redescendit lentement l'escalier, laissant derrière elle la chambre et l'ombre d'un passé que seul un hibiscus semblait pleurer. Elle se souvenait d'un proverbe que sa tante Lavinia aimait répéter. Le vrai caractère d'un homme se révèle dans ce qu'il fait quand il pense qu'on ne le regarde pas. Et depuis ce jour, elle se promit de regarder davantage, mais toujours sans en avoir l'air. Ce n'était qu'un petit rhume d'automne, comme on en attrape chaque année lorsqu'on laisse la fenêtre entr'ouverte durant la nuit. Miss Marple s'était rendue chez le docteur Bellamy plus par prudence que par inquiétude, et peut-être aussi, il faut le dire, par curiosité paisible. Le genre de curiosité que seule une certaine solitude autorise. Le cabinet du médecin n'avait pas changé depuis 20 ans. Un peu de poussière sur le globe terrestre, une odeur persistante d'alcool camphré et une pile de vieux Illustrated London News sur une chaise jamais occupée. Après l'auscultation, alors qu'il griffonnait une ordonnance, le docteur fronça légèrement les sourcils. « Curieux », murmura-t-il plus pour lui-même. « Voilà que j'ai écrit 2 fois ce nom cette semaine, et pourtant il n'apparaît qu'une fois dans le registre. » Miss Marple, qui tricotait une bordure de chaussette en attendant son ordonnance, leva un sourcil. « Quel nom, docteur ?» Il hésita, puis sourit. « Oh, rien de grave, Miss Marple. Simple distraction, sans doute. Les noms se ressemblent parfois. » Mais elle, qui savait qu'un homme aussi méticuleux que Bellamy ne confondait jamais un nom, détail anodin, cachait un trouble plus profond. Et quand il lui tendit l'ordonnance, ses doigts tremblaient très légèrement. Juste assez pour trahir une inquiétude soigneusement retenue. Quelques jours plus tard, profitant d'une promenade matinale vers la boulangerie, Miss Marple passa à nouveau devant la grille du cabinet médical. Le docteur, occupé à ranger des fioles, l'aperçut par la fenêtre et l'invita d'un geste à entrer. Après quelques banalités échangées, sur le vent d'Est, les rhumes de saison et le retour prématuré des étourneaux, Miss Marple évoqua, mine de rien, la conversation précédente. À propos de ce nom qui n'était inscrit qu'une fois, docteur, était-ce, par hasard, celui de M. Hyde? Il sursauta légèrement, détourna les yeux vers sa pile de dossiers, puis, après un long soupir, répondit « En effet, il m'a donné ce nom. Mais lorsqu'il est venu pour une ordonnance de renouvellement, j'ai vérifié le dossier. Et c'est un autre nom, noté à la main, qui figura sur le document original. » Il désigna un carnet à reliure noire, posé sur le bureau. Cela peut être une erreur de transcription, évidemment. Mais il ne termina pas sa phrase.
Miss Marple n'en avait pas besoin. Elle savait, d'instinct, que les erreurs véritables ont toujours un petit goût d'oubli. Tandis que celle-ci sentait le déguisement. En quittant le cabinet du médecin, Miss Marple regagna Cherry Lodge d'un pas lent, le visage calme, mais l'esprit en éveil. Un nom falsifié, une ordonnance altérée, et surtout, ce regard fuyant que M. Hyde posait sur les jeunes femmes. Arrivée chez elle, elle se dirigea tout droit vers le vieux secrétaire en chêne, dont les tiroirs regorgeaient de découpures de journaux soigneusement classés. Pendant des années, elle avait conservé certains articles qu'elle jugeait utiles. Ce n'était pas de la manie, mais un sens pratique hérité de tante Mildred. Elle chercha longuement parmi les affaires classées sous scandales divers, puis tomba sur un article jauni, daté d'il y a 6 ou 7 ans. Un scandale financier, à Londres. Un employé de bureau disparu après que des fonds caritatifs eurent été subtilisés. L'homme, un certain Arnold F., n'avait jamais été retrouvé. La photo accompagnant l'article montrait un homme mince, au regard grave, portant un chapeau légèrement incliné. Une silhouette discrète. Pas exactement Monsieur Hyde, mais une parenté troublante. Quelque chose dans la mâchoire, dans l'ombre sous les yeux. Et soudain, une intuition lui traversa l'esprit. Aussi vive qu'un éclair dans la brume. Elle avait déjà vu ce regard. Mais pas dans un tribunal. Plutôt dans un couloir de pension, au seuil d'une chambre. L'article mentionnait une dernière apparition. L'homme aurait été aperçu sur le quai 4 de Paddington, embarquant pour l'ouest du pays, avec une valise en cuir et un manteau trop léger pour la saison. L'enquête n'avait rien révélé de plus. Pas de billets retrouvés, pas de témoins formels. L'homme s'était évaporé. Miss Marple se souvenait de cette affaire. À l'époque, on parlait beaucoup du scandale dans les journaux populaires, et certains prétendaient même l'avoir croisé à Exeter ou dans les Cornouailles. Mais comme toutes les rumeurs de port, celle-ci s'était dissipée avec la brume. Ce qui l'étonnait à présent, ce n'était pas tant la ressemblance physique entre Arnold F. et M. Hyde. Après tout, les traits changent avec le temps. Mais le silence dans lequel cet homme semblait vivre, comme s'il avait choisi de se dissoudre dans les coutumes d'un autre. Et surtout, il y avait ce détail. Le prénom de la victime du détournement, mentionné dans l'article, était le même que celui gravé sur un livre trouvé dans la chambre de M. Hyde, un roman dédicacé à un certain James, de la main de C. Un lien ténu peut-être, ou un aveu involontaire. Miss Marple repose l'article dans son classeur. Ce nom, ce port, ce livre. Rien n'était encore prouvé, mais elle sentait que le passé de M. Hyde ne s'était pas noyé dans la Tamise. Le soir venu, alors que tout Cherry Lodge semblait s'endormir sous un rideau de bruine, Miss Marple relut l'article une dernière fois. Une ligne, qu'elle avait d'abord survolée, attira cette fois son attention. Une cicatrice à la tempe gauche, vestige d'un accident d'enfance. Elle revit alors M. Hyde, s'inclinant pour ramasser un mouchoir tombé. Une mèche de cheveux s'était déplacée, découvrant furtivement une fine cicatrice, presque blanche, qu'elle avait notée sans s'y attarder. Le prénom, l'âge, la silhouette, la cicatrice. Cela faisait beaucoup pour une simple ressemblance. Et pourtant, quelque chose résistait. Il n'y avait, dans l'attitude de M. Hyde, ni arrogance, ni ruse. Plutôt une forme de lassitude, presque de chagrin. Comme un homme qui porte non pas le poids d'un crime, mais celui d'un héritage. Miss Marple savait que les apparences étaient trompeuses. Surtout quand elle semblait vouloir convaincre avec trop de soin. Mais alors, si cet homme silencieux n'était pas celui qu'on croyait, et s'il n'était pas le coupable, mais celui qui, depuis des années, cherchait à laver un nom, celui de son frère disparu, condamné dans l'opinion avant même d'avoir parlé. Miss Marple reposa son tricot, les yeux posés sur l'ombre d'un hibiscus fané au bord de la fenêtre. Car certains noms, même dans la brume, refusent d'être effacés. Le soleil matinal filtrait à peine à travers les rideaux à fleurs lorsque Miss Marple descendit pour le petit déjeuner. L'odeur du café, un peu plus fort qu'à l'accoutumée, flottait dans la salle à manger, mêlée à celle, plus ténue, des œufs bouillis. Mais une chaise restait vide, celle de Clarissa Doyle. À Cherry Lodge, Clarissa n'était pas seulement ponctuelle.
Elle était réglée comme la pendule de cheminée qu'elle consultait chaque matin avant de s'asseoir. Silencieuse, impeccablement mise, elle prenait son thé avec une régularité presque militaire, jamais un mot plus haut que l'autre. Alors ce matin-là, son absence pesa immédiatement sur l'atmosphère. Les tasses tintaient moins. Les murmures étaient plus bas. Madame Pargeter, d'abord étonnée, tenta de plaisanter. Peut-être s'est-elle endormie dans son roman. Mais Miss Marple leva lentement les yeux de sa tartine. Non, Clarissa ne s'endormait jamais sans avoir plié son foulard, posé ses pantoufles droites et vérifié le verrou de la porte. Et à cet instant, la vieille pendule sonna 8 heures. 1 heure plus tard, tout allait basculer. À 9h10, Madame Pargeter monta les escaliers, un plateau à la main. Elle avait décidé de porter elle-même un thé à Clarissa. Par politesse, disait-elle, mais aussi peut-être par une inquiétude qui ne disait pas son nom. Elle frappa doucement. Pas de réponse. Elle frappa à nouveau, plus fort, plus à plat. Le silence de la chambre résonnait d'une manière singulière, étouffée, presque sourde. Miss Marple, qui l'avait suivie de loin, sentit une tension dans l'air, comme lorsqu'un orage se prépare sans un souffle de vent. Madame Pargeter posa le plateau au sol, tenta de tourner la poignée. Verrouillée. Elle a dû oublier de mettre son réveil, ou peut-être qu'elle est tombée malade dans la nuit. Hasarda-t-elle, la voix serrée. On appela le colonel Arkwright, puis un jeune serrurier du village, réticent mais rapide. Pendant que les pensionnaires se rassemblaient dans le couloir, l'hôte silencieux, M. Hyde, se tenait un peu en retrait, les bras croisés. Lorsque la serrure céda enfin, un frisson parcourut la maison, et une certitude déjà s'installait dans l'esprit de Miss Marple. Il ne s'agissait pas d'un simple oubli. La porte s'ouvrit lentement, avec un grincement presque insolent dans ce moment suspendu. Clarissa Doyle gisait sur son lit, dans sa chemise de nuit de flanelle, les bras le long du corps, les yeux clos. Son visage, figé dans une expression de surprise douce, ne portait aucune trace de souffrance, aucune trace de lutte. Rien n'était renversé, rien de déplacé. La pièce semblait en paix. Et c'était précisément cela qui dérangeait. Madame Pargeter, blême, se couvrit la bouche. Mademoiselle Denham recula d'un pas. Le colonel resta droit, main derrière le dos. Seul M. Hyde, debout près de la rambarde, observait la scène avec une immobilité presque douloureuse. Miss Marple entra sans bruit. Son regard, méthodique, glissa sur la coiffeuse, le tapis, la couverture soigneusement rabattue. Puis elle s'arrêta. Sur la moquette, à gauche du lit, une broche gisait, une rose en émail, que Clarissa portait chaque jour, même en robe d'intérieur. L'épingle était brisée net. Elle se pencha, la ramassa. Ce n'était pas une chute anodine. C'était un détail qui criait, là où tout le reste se taisait. Et dans le silence, la vieille pendule du couloir se remit à sonner. Le docteur Bellamy arriva un quart d'heure plus tard, l'air plus soucieux que d'ordinaire. Il ausculta le corps avec précaution, prenant le pouls, vérifiant les pupilles, notant l'absence d'ecchymose ou de contracture. Il rangea son stéthoscope, se leva et déclara d'un ton grave. Mort naturelle, probablement une crise cardiaque durant son sommeil. Un soupir de soulagement parcourut les pensionnaires. Mais Miss Marple, restée en retrait, tenait toujours la broche entre les doigts. Elle portait ceci tous les jours, dit-elle doucement, et toujours du côté gauche. Le docteur haussa les épaules. Peut-être l'a-t-elle retirée elle-même. Miss Marple ne répondit pas, mais elle songea que Clarissa n'enlevait jamais ses bijoux avant d'avoir replié son châle. Or, ce dernier était encore sur ses épaules. Elle observa aussi la tasse posée sur la table de nuit. Propre. Pas une goutte. Aucun livre ouvert. Aucun fil de lecture. Et ce verrou intérieur, si méticuleusement fermé. Trop de choses paraissaient en ordre. Trop de silence dans cette mort. Et la broche, fragile et solitaire, brusquement. Une crise du cœur à son âge, ce n'est pas si rare, mais les mots flottaient dans l'air comme les feuilles dans une tasse de thé trop infusée. Madame Finch, en servant les tranches de cake, laissa tomber sa phrase comme un sucre dans l'eau chaude. J'ai entendu dire qu'elle avait changé son testament la semaine dernière. Le couteau s'avait à net dans la main de Madame Pargeter. Vraiment?
demanda Miss Marple sans lever les yeux. Oui, juste après ce fameux appel téléphonique. Vous vous souvenez? Elle était montée dans sa chambre, le visage pâle comme un linge. Et c'était un appel de Londres, je crois, ajouta mademoiselle Denham à demi-mot. Les regards se croisèrent. Le colonel fronça les sourcils. Monsieur Hyde, lui, mangeait lentement, méthodiquement, sans participer. Et Miss Marple, en remuant son thé, pensa qu'un testament réécrit trop tard n'a souvent pas le temps d'atteindre sa destination. Le lendemain matin, alors que Madame Pargeter vidait les corbeilles de papier dans la salle de lecture, Miss Marple se proposa de l'aider. Un geste qu'elle n'avait plus fait depuis le crash de 1929, selon ses propres dires. Elle prit soin d'examiner le contenu de la corbeille de Clarissa. Parmi les papiers chiffonnés, une enveloppe froissée attira son attention. Elle la lissa du bout des doigts. Elle portait l'entête d'un notaire de Londres, imprimé sur un papier crème épais. À l'intérieur, un simple accusé de réception. Nous confirmons la réception du testament modifié, daté du... la date de la veille du décès. Miss Marple replia doucement le papier, sans en dire mot à Madame Pargeter. Elle savait maintenant que Clarissa avait tenté de changer le cours des choses. Mais quelqu'un, ou quelque chose, l'en avait empêché. Et parfois, dans les maisons trop silencieuses, les morts parlent plus fort que les vivants. Le salon de Madame Timms, niché entre la boulangerie et le magasin de tabac, était plus qu'un lieu de mise en pli. C'était le cœur battant des indiscrétions de Sainte. Mary Mead. Ce matin-là, entre deux boucles et un parfum de lac, une cliente régulière, Madame Wallace, veuve de notaire, évoqua entre deux gorgées de thé tiède un souvenir brumeux. Il me semble l'avoir vu, ce monsieur Hyde. Oui, dans un hôpital. Un silence flotta, étrange et immédiat, comme si le miroir lui-même avait retenu son souffle. Lequel? Demanda Madame Timms, en ajustant un bigoudi. Madame Wallace hésita, puis baissa le ton. Je crois que c'était King's Hospital, à l'époque du scandale. Vous vous souvenez, l'histoire du patient empoisonné? Personne ne répondit, mais les regards se croisèrent. Miss Marple, qui attendait son tour, fit semblant de lire « The Lady » tout en gardant l'oreille attentive. Dans ce genre de conversation, ce n'est pas ce qu'on dit qui compte, mais ce qu'on n'ose pas dire. Et dans ce silence-là, il y avait quelque chose de plus corrosif qu'un simple ragot. Dans l'après-midi, Miss Marple croisa Miss Partridge près du cimetière, un cabas à la main. L'ancienne infirmière, à la retraite depuis 10 ans, était réputée pour sa mémoire solide, quoique parsemée d'élan d'imagination. « Il a un regard que je n'oublierai jamais », dit-elle d'emblée, sans même que Miss Marple ait eu besoin de poser une question. « J'en suis certaine. Je l'ai vu le soir où le jeune Prescott est mort, aux urgences. Il se tenait dans le couloir, à côté du chariot à morphine. » Miss Marple resta prudente. « Vous êtes sûre que c'était lui, Miss Partridge ?» L'infirmière fronça les sourcils. C'était lui ou un homme qui lui ressemblait beaucoup. J'ai bonne mémoire, vous savez, mais les années, parfois... Elle regarda au loin, comme si les pierres tombales pouvaient l'aider à trier le vrai du vague. Ce soir-là, il pleuvait, et il portait un chapeau. Je crois que c'était lui. Ou alors, peut-être que je confonds avec l'affaire de l'inhalateur. Miss Marple ne jugea pas utile d'insister. Les souvenirs flous sont parfois plus révélateurs que les certitudes. Et dans les yeux de Miss Partridge, il y avait moins de souvenirs que de malaise. Le lendemain, chez l'épicier, Miss Marple fit semblant d'hésiter longuement entre la confiture de rhubarbe et celle d'abricot, tout en prêtant attention aux mots prononcés derrière elle. Madame Cribbs, grande amatrice de potins sucrés, s'approcha avec l'air de quelqu'un qui se confie par pure bonté. Je ne devrais pas en parler, mais je l'ai entendu murmurer avec Clarissa, juste avant sa mort. Miss Marple posa un pot sur le comptoir, l'air distrait. De quoi s'agissait-il? Madame Cribbs baissa la voix. Il parlait de fautes, de vieilles fautes. Et elle disait quelque chose sur le pardon. Puis ils se sont tus en me voyant arriver. Elle marqua une pause théâtrale, puis ajouta « Vous pensez qu'ils avaient un passé commun? Ou peut-être une dette ?» Miss Marple ne répondit pas. Mais dans son esprit, ces mots résonnaient étrangement. Vieilles fautes, regrets impossibles. Chose qu'on ne peut plus réparer. De retour à Cherry Lodge,
Miss Marple remarqua un détail que nul autre ne semblait voir. Le sucre dans les coupelles du salon avait changé. Ce n'était pas grand-chose, une légère différence de couleur, une consistance plus sèche. Mais elle avait l'œil pour ces choses-là. Elle se souvenait très bien que le sucre brun, moelleux, avait toujours été préféré ici. Or, depuis quelques jours, c'était du sucre blanc cristallin. Elle interrogea mademoiselle Denham. « Oh, c'est madame Pargeter qui a changé. » Elle disait que l'autre s'agglomérait. Mais Miss Marple savait que madame Pargeter n'aurait jamais modifié ses habitudes sans prévenir. Elle était de celles qui annoncent même le remplacement du torchon de vaisselle. Pourquoi donc ce changement soudain? Et surtout, pourquoi maintenant? Le sucre, élément si banal, si quotidien, pouvait aussi devenir un indice, une alerte. Comme les roses qui fanent trop vite ou les pendules qui s'arrêtent sans raison. Et elle se demanda, à quoi servait réellement ce nouveau sucre, dans une maison où la douceur semblait de plus en plus amère. Le dimanche suivant, Miss Marple assista à l'office, comme à son habitude. Elle observa les visages pendant le sermon, notant les paupières lourdes, les têtes penchées, les silences prolongés. Le révérend Blake, homme affable et discret, s'adressa à elle à la sortie, le ton plus grave qu'à l'ordinaire. « Je ne peux rien dire, Miss Marple, mais certaines confidences m'ont troublée cette semaine. » Elle ne posa aucune question, elle savait ce que cela voulait dire. « Je comprends. » Il fit une pause, puis ajouta, presque malgré lui. « Il est parfois difficile de distinguer la contrition du calcul. » Puis il s'éloigna, saluant d'autres paroissiens. Miss Marple resta un instant sur le perron, le regard perdu dans les rosiers du cimetière. Il y avait dans ce silence de pasteur une vérité plus lourde qu'un sermon entier. Et elle savait que certains mots, une fois prononcés à voix basse, ne peuvent plus jamais être repris. De retour dans sa chambre, Miss Marple prépara une tasse de thé, avec ses feuilles préférées d'Assam, qu'elle laissait infuser longuement. Elle y ajouta une larme de lait, pas de sucre. Elle aimait les choses amères lorsqu'elle devait réfléchir. En observant les mouvements des feuilles, elle songea aux rumeurs. Certaines remontaient à la surface, s'étalant à la lumière. D'autres restaient au fond, obscures, tenaces, embrouillant la clarté de l'eau. Les histoires sur M. Hyde, sur Clarissa, sur un passé médical trouble, un testament modifié, un sucre remplacé, tout cela formait un bouillon diffus. Mais quelque chose, au centre, restait net. Elle repensait à la broche en forme de rose, à la lettre froissée, à la pendule qui sonnait dans le vide. Et dans cette tasse, comme dans ce village, la vérité ne se lisait pas sur les lèvres, mais au fond des silences. Par les après-midi de septembre, Miss Marple aimait s'asseoir près de sa fenêtre donnant sur le petit jardin aux dahlias fanées. C'était l'heure où le soleil ne réchauffait plus vraiment, mais où les pensées prenaient des teintes dorées. Tricot posé sur les genoux, elle laissait son esprit naviguer, non pas dans la nostalgie vaine, mais dans cette mémoire utile que les vieilles dames cultivent comme un potager, par petites touches, avec précision. Elle songeait à d'anciens jeunes hommes, trop polis, trop discrets, des pensionnaires de passage, croisés au fil des décennies, dans les salons feutrés et les maisons d'hôtes où les visages changent, mais où les gestes trahissent toujours quelque chose. Il y avait eu celui qui ne parlait jamais aux enfants, celui qui regardait les horloges trop souvent, celui qui changeait de nom selon les régions. Chacun avait sa façade, et derrière, une fracture, légère ou terrible. Et M. Hyde, que cachait-il dans ces silences si bien tempérés? Ce n'était pas la réserve naturelle des Anglais distingués. Non, c'était un silence de construction, comme une haie bien taillée pour masquer une ruine. Et plus elle l'observait, plus elle se disait « Ce silence-là ne protège pas. Il protège quelqu'un d'autre. Les habitudes ont leur propre langage. » Miss Marple, qui savait décoder les plis dans un tapis comme d'autres lisent dans les lignes d'une main, observa avec attention le contenu de la chambre de M. Hyde chaque fois qu'elle y jetait un œil distrait. Il y avait cette chemise, blanche, fine, repassée à la perfection, toujours posée sur le dossier de la chaise, chaque matin, jamais portée, et pourtant changée. Le pli restait net, intact, sans trace de colle froissée ni odeur de savon. Pourquoi tant de soin pour un vêtement qui ne quittait pas sa place?
Elle nota aussi que M. Hyde, pourtant soigneux, n'avait jamais expliqué cette présence persistante. Pas une fois il n'avait été vu avec un rappel. Comme certains posent une photo sur leur table de nuit, non pour la regarder, mais pour ne pas oublier ce qu'elle signifie. Et Miss Marple se dit que, parfois, les vêtements qu'on ne porte pas sont ceux qui pèsent le plus. Une fin d'après-midi, alors que Miss Marple aidait Mademoiselle Denham à trier de vieux boutons dans une boîte en fer blanc, activité fort plaisante sous le prétexte d'identifier un crochet perdu, une phrase glissa, anodine en apparence. « Celui-là, je l'ai recousu l'autre jour sur la chemise du premier, tombé sous le meuble. » Elle ne précisa pas de qui elle parlait, mais Miss Marple n'eut aucun doute. Il s'agissait de M. Hyde et de la chemise. Elle observa la jeune couturière, ses doigts agiles, son œil précis, sa voix légèrement étranglée quand elle prononçait certains mots. Elle n'en dit pas plus, mais ce qu'elle ne disait pas parlait davantage. Elle avait pris soin de recoudre un bouton sur une chemise que personne ne portait. Elle avait touché, recousu, replacé. Un geste simple, presque affectueux, mais révélateur. Et si ce bouton, petit objet si banal, avait été arraché dans un moment de tension, s'il n'était pas tombé seul, mais avait été jeté dans un geste de colère ou de panique. Miss Marple sentit que ce bouton disait peut-être plus que tous les mots échangés depuis une semaine. À Cherry Lodge, chacun avait ses petites manies. Madame Finch utilisait toujours 2 morceaux de sucre, le colonel Arkwright ne lisait que le Daily Telegraph, et Mademoiselle Denham pliait ses serviettes en triangle parfait. Mais M. Hyde, lui, avait une manière très particulière de plier la sienne, toujours en 3, avec un bord rabattu sur le côté, comme on le faisait, Miss Marple s'en souvenait, dans certaines pensions militaires du continent. C'était un pliage appris, transmis, conservé. Elle avait vu cette méthode chez un colonel austro-hongrois, ami de son père, qui refusait de boire du thé sans avoir sa serviette pliée selon ce protocole. « C'est une question d'équilibre, disait-il. Sinon, tout vacille. Pourquoi un homme anglais, discret, apparemment sans histoire, utiliserait-il cette méthode étrangère? À moins que ce ne soit pas son pays, ou pas son histoire. » Elle observa le geste, répété sans y penser. C'était mécanique, instinctif, un pli appris dans une vie antérieure, ou ailleurs. Et elle se dit que parfois, une serviette révèle plus qu'un passeport. Dans le salon commun, les débats faisaient rage. Certains parlaient de crise cardiaque, d'autres de poison. Les hypothèses enflaient comme de la pâte sous la nappe. Miss Marple, elle, tricotait, l'air distrait, concentré sur une maille glissée. Mais dans sa tête, chaque détail trouvé prenait sa place. La chemise toujours propre, le bouton recousu, le sucre changé, la serviette pliée, le regard fuyant, la broche tombée. Tout cela, séparément, pouvait paraître insignifiant, mais ensemble, cela formait un motif, pas encore clair, mais régulier. Comme ces ouvrages anciens qu'elle reprenait parfois à la lumière d'un nouvel après-midi et où, soudain, une erreur apparaissait, cachée depuis longtemps dans le dessin. Elle ne comprenait pas encore toute la forme, mais elle sentait que l'aiguille du temps avançait. Et dans le cliquetis paisible du tricot, entre 2 rangs serrés, une vérité se dessinait, doucement, mais inexorablement. Le mot avait été glissé avec soin sous chaque tasse du goûter, plié avec cette discrétion toute anglaise qui évite les éclats. À Cherry Lodge, les annonces ne se faisaient jamais à voix haute. « Rendez-vous au salon à 17h, s'il vous plaît. » J.M. Madame Cribbs haussa un sourcil. Le colonel Arkwright grogna un « humph » et Mademoiselle Denham posa sa cuillère un peu trop vite dans sa soucoupe. Une convocation? Par Miss Marple. Voilà qui sortait de l'ordinaire. À 17h précises, tous étaient là. L'horloge de cheminée venait de sonner. Le ciel était gris et plat comme une vieille porcelaine, et le thé fumait doucement dans sa théière au motif de myosotis. Miss Marple était assise à sa place habituelle, son tricot sur les genoux. Son sourire était paisible, presque espiègle. Mais dans ses yeux, une fermeté douce brillait, celle des institutrices d'autrefois, lorsqu'un élève s'obstine à nier l'évidence. Elle leva la tête.
observa le cercle de pensionnaires avec affection, puis dit simplement « Il me semble qu'un peu de clarté serait salutaire. Juste une mise au point. » Et ce fut comme si l'air lui-même avait retenu son souffle. Personne ne parlait. Madame Denham fixait ses mains croisées sur ses genoux. Le colonel regardait par la fenêtre, bien qu'il n'y eût rien à voir. Seul M. Hyde gardait son calme apparent, les bras repliés avec une élégance retenue. Miss Marple prit voix flottait dans la pièce comme une comptine oubliée. « Les petits faits, dit-elle, sont comme les aiguilles de l'horloge. On croit qu'ils ne bougent pas. Mais ils avancent, minute après minute, et finissent par tout révéler. » Elle parla du sucre changé, de la chemise jamais portée, du bouton cousu à contretemps, du pli militaire d'une serviette et de mots glissés sans y penser, chez l'épicier ou au confessionnal. Chaque détail semblait flotter librement. Mais peu à peu, une trame se dessinait. Invisible, mais tendue. Et quand elle leva enfin les yeux de son ouvrage, elle dit doucement « Nous avons tous vu quelque chose. » Il suffisait d'assembler les morceaux, et le silence, cette fois, fut chargé d'un pressentiment. Il y a bien des années, commença Miss Marple, un jeune interne du King's Hospital fut accusé d'une erreur médicale tragique. Le patient n'avait pas survécu. L'enquête fut rapide, le blâme expédié, et l'on n'entendit plus parler de lui. Elle reprit son tricot presque machinalement. Pourtant, quelques détails restèrent étranges. Le dossier médical manquait des pages. Une infirmière affirma avoir vu un flacon échangé, mais elle se rétracta ensuite. Et surtout, une certaine demoiselle Doyle, présente ce soir-là, déclara ne se souvenir de rien. Les pensionnaires se regardèrent du coin de l'œil. Le nom sonnait familier. Ce jeune homme, poursuivit Miss Marple, était réputé méticuleux. Trop peut-être. Il avait un frère, plus discret, plus effacé, mais dévoué. Lorsque l'accusation tomba, ce frère tenta de défendre son aîné. En vain, le feu crépitait doucement dans la cheminée. Personne ne bougeait. L'interne perdit son poste, sa réputation, et peu après sa santé. Il mourut sans jamais avoir été blanchi. Elle marqua une pause. Et pourtant une femme savait. Une femme présente ce soir-là, qui avait choisi le silence. Un souffle passa. Et quelqu'un, un autre, a cherché patiemment à reconstruire cette vérité. Et pour la première fois, M. Hyde baissa les yeux. Miss Marple tourna les yeux vers l'homme au fauteuil de coin. Il tenait sa tasse de thé d'une main trop rigide, les doigts serrés comme pour retenir un tremblement. « Vous n'êtes pas tout à fait qui vous dites être, n'est-ce pas, M. Hyde ?» Un silence. Puis elle poursuivit toujours aimablement. « Votre nom véritable est M. Adrian Harrow, frère cadet du docteur Léonard Harrow, celui-là même dont la carrière fut brisée par un mensonge. » Une exclamation étouffée échappa à Madame Cribbs. Madame Denham porte la main à sa bouche. « Vous avez quitté Londres. Vous êtes venu ici, à Cherry Lodge, après avoir découvert que Madame Doyle, Clarissa, y avait résidé. Vous n'êtes pas venu pour nuire, mais pour comprendre. » L'homme ne répondit pas. Son regard flottait entre Miss Marple et le tapis au motif de vigne. « Vous avez observé, noté, réuni les détails. Une chemise trop blanche, un bouton déplacé, une habitude de pliage. Vous saviez que la vérité, comme les mauvaises herbes, finit toujours par pousser, même sous la neige. » Elle posa son tricot. « Et vous l'avez trouvé. Ou presque. » Un murmure passa dans le salon. Mais le plus saisissant fut le regard de M. Harrow, non pas haineux, mais infiniment triste. Madame Pargeter, la plus âgée des pensionnaires, fouilla doucement dans son tricot-bag élimé. Elle en sortit une enveloppe froissée, au bord jauni. « Je l'ai trouvée parmi les affaires de Madame Doyle, peu après son départ précipité, » dit-elle, la voix tremblante. « Je n'y comprenais pas grand-chose, mais... » Miss Marple hocha la tête. La vieille dame déplia le papier avec précaution. Sa voix chevrotante mais claire lut « Je n'ai jamais dit la vérité. Ce soir-là, j'ai vu l'infirmière changer les flacons. J'ai compris l'erreur, mais j'avais peur. Peur de perdre ma place. Peur des conséquences. Je croyais que cela s'éteindrait avec le temps.
Un silence, lourd. Si jamais quelqu'un revient sur cette affaire, je veux qu'il sache que j'ai menti. Et que je regrette. La signature, Clarissa Doyle. Miss Marple prit une gorgée de thé, puis conclut doucement. La vérité finit toujours par trouver une porte, même s'il faut des années pour qu'elle soit entr'ouverte. Et M. Harrow, les mains sur ses genoux, ferma les yeux. M. Harrow releva la tête. Son visage n'avait pas changé, mais quelque chose dans ses traits s'était détendu, comme une corde enfin relâchée. « Je ne suis pas venu pour la juger, » dit-il simplement. Ni elle, ni personne. Son regard croisa celui de Miss Marple, plein d'une gravité douce. Je voulais seulement savoir si quelqu'un savait. Si quelqu'un avait compris que mon frère n'était pas ce qu'on a dit de lui. Personne ne parle. Il est mort sans bruit, sans colère. Mais il n'était plus lui-même. Le doute l'avait rongé. Une glycine sans fleurs s'étendait paresseusement sur la tonnelle, comme si elle attendait un printemps oublié. Et dans le silence du salon, on aurait pu entendre battre le cœur d'une vérité enfin apaisée. Le temps s'était remis à sa juste place. Depuis la fin de cette curieuse réunion dans le salon, les jours avaient repris leur allure de porcelaine, ordonnés, feutrés, presque trop parfaits. La pluie d'été avait cessé, les rosiers s'étaient redressés, et l'horloge du couloir, après un petit réglage par M. Abbott, battait à nouveau sans hoquet. Dans la salle à manger, les tasses étaient rangées avec une rigueur silencieuse, les confitures alignées dans leur pot, et le sucre présenté en morceaux, comme toujours. Le fauteuil de Madame Doyle, vide depuis longtemps déjà, ne semblait plus déranger personne. M. Harrow était parti à l'aube, sans adieu. Les pensionnaires, s'ils parlaient encore de l'épisode, le faisaient à voix basse, comme on évoque une ombre entre deux lampées de thé. Miss Marple, elle, continuait de sourire doucement et de répondre aux banalités d'un ton égal. Rien, dans son attitude, ne laissait deviner qu'elle venait de faire tomber le voile sur une injustice oubliée. Mais ceux qui la connaissaient savaient que lorsque Miss Marple se taisait longtemps en regardant un buisson de roses, c'était souvent qu'un souvenir en elle n'avait pas encore trouvé sa place. Ce matin-là, Miss Marple s'était installée dans le jardin, à l'ombre des glycines en fin de floraison. La lumière filtrait entre les grappes violacées, dessinant des ombres discrètes sur la nappe blanche. Sa tasse de thé reposait à sa droite, encore tiède, et le petit biscuit au gingembre, intact, attendait son tour. Elle avait posé son tricot. Ce n'était pas un jour à compter les mailles. Elle repensait au dernier jour, au visage fermé, au silence plus bruyant que les cris. Ce n'était pas l'affaire en elle-même qui la préoccupait désormais, mais les gestes. Toujours les gestes. Ce que les gens font quand ils croient ne pas être vus. Une façon de tourner une cuillère, un haussement d'épaule trop léger, une hésitation avant un mot. Elle repensa aux boutons recousus, à la chemise oubliée, au regard de M. Harrow lorsqu'il avait compris qu'elle savait. Il n'avait pas souri, mais il avait baissé les yeux avec cette pudeur des hommes qui ont porté trop de poids pendant trop d'années. Miss Marple leva sa tasse, lentement, puis la reposa. Ce n'était pas la vérité qu'il cherchait, murmura-t-elle. C'était une reconnaissance silencieuse. Et peut-être venait-elle enfin de la lui offrir. Le jardin de Cherry Lodge n'était jamais spectaculaire, mais les glycines y tenaient une place singulière. Elle grimpait paresseusement le long des treilles, offrait quelques fleurs sans excès, puis se retirait comme des invitées discrètes. Une glycine ne fleurit vraiment qu'une seule fois, disait autrefois tante Mildred. Après, ce n'est plus qu'habitude. Miss Marple y pensait souvent. Cette idée l'intriguait. Qu'une plante puisse ne livrer qu'une seule fois sa vraie beauté avant de rentrer dans un silence végétal. Comme certaines vérités. Comme certains souvenirs. Elle se souvenait de Clarissa Doyle, de son rire cristallin, si souvent entendu lors des soirées musicales. Un rire qui cachait mal une fatigue profonde. Et puis la lettre. Cette étrange confession sans demande de pardon. Un aveu murmuré dans le vide, retrouvé trop tard. La vérité, songea Miss Marple, est peut-être comme cette fleur unique. Elle surgit un jour, sans bruit, sans éclat,
et s'efface avant que l'on comprenne qu'on l'a vue. Un vent léger agita les feuilles. Elle regarda longuement une grappe pâle, déjà flétrie, et pensa « On ne retient jamais les fleurs, ni les vérités. » Mais il suffit parfois d'en avoir aperçu une, juste une, pour ne plus jamais l'oublier. Miss Marple replia la serviette posée sur ses genoux et la posa avec soin sur le plateau. Le thé était terminé, et le ciel devenait lourd, comme si la lumière hésitait à rester. Elle repensait aux jours passés, non pas avec amertume, mais avec ce mélange de lucidité et de tendresse qui habite les vieux cœurs. Avait-elle eu raison de parler? Avait-elle trahi un silence que d'autres, peut-être, préféraient préserver? Il y a des secrets, songeait-elle, qui vivent mieux dans la pénombre. Des douleurs qu'on ne doit pas réveiller, même avec la meilleure intention. Mais une injustice tue finit par ronger la mémoire, comme une racine humide sous le plancher. Elle fois soulager une douleur et réveiller un fantôme. Et ce fantôme, désormais, vivait dans le silence du jardin. Le journal local, cette semaine-là, ne mentionna rien d'extraordinaire. Juste une chronique sur les crapauds dans les bassins, un article sur la fête de la bibliothèque, et une annonce de décès pour une dame dont personne ne se souvenait vraiment. Aucune allusion à la pension, aucune évocation de M. Harrow, ni de Madame Doyle. Miss Marple, en repliant lentement sa nappe brodée, celle aux marguerites bleues, ne semblait pas s'en offusquer. Elle n'attendait ni reconnaissance, ni éclat. Elle regarda une dernière fois le jardin, les glycines, le banc vide. Puis elle murmura, comme pour elle-même, « Certaines vérités, même lorsqu'on les découvre, n'ont pas besoin d'être dites à haute voix. » Elle sourit, doucement, en rentrant son plateau. Parfois, le silence est une forme d'amour. Un amour tardif, maladroit peut-être, mais sincère. Et c'est peut-être ce silence-là que les glycines protégeaient, tout au fond du jardin. Ainsi se referme le rideau sur Cherry Lodge, où les glycines dansent au vent léger. Et les vérités, parfois, préfèrent le murmure à l'éclat. Miss Marple, de son regard bienveillant, a démêlé les fils d'un passé tissé de silence, de loyauté et de douleur muette. Mais faut-il toujours révéler ce que le temps avait recouvert de poussière? Ou certaines vérités, une fois trouvées, doivent-elles simplement rester là, dans le cœur de ceux qui savent? Qu'en pensez-vous? Auriez-vous parlé? Ou vous seriez-vous tu? Dites-le moi en commentaire. Et si cette histoire vous a touché, pensez à laisser un petit mot, un like, ou à la partager autour d'une tasse de thé.